Bonjour, cet épisode comporte de nombreuses références aux nazis et au nazisme. Si vous êtes particulièrement sensible, ce compteur de points Godwin sera là pour vous prévenir en cas de danger. Merci. Allez, dépêche-toi! Alors oui, on est un peu en retard. On avait prévu de faire cet épisode dans le courant des attentats de novembre, parce qu'on avait remarqué que quelque chose revenait très souvent. L'islamophobie? Non. Enfin oui, mais non. Enfin je veux dire, nous on parle pas de ça, on s'intéresse plutôt à tout ce qui est culture, art, etc. Bref. Oui, bref. En fait, nous voulions surtout parler d'un réflexe que beaucoup de gens ont eu après les attentats, et qui était de dire que, en gros, l'art, l'éducation, la culture pourraient nous sauver de tout ça à l'avenir. En fait, il y a eu deux sortes de réactions. D'abord, les gens qui pensaient que ceux qui ont commis ces actes étaient globalement sans éducation, à ceux qui estiment qu'en misant à fond sur la culture, on évitera ce genre d'événements à l'avenir. Bref, nous on va pas tout passer en revue, mais on voulait surtout poser la question de savoir si l'art, la culture ou l'éducation sont un antidote contre le terrorisme, contre la bêtise, nous rendent-ils meilleurs, vont-ils empêcher les guerres ou nous permettre d'arrêter la faim dans le monde? Et si nous parlions de l'art contemporain? L'art contemporain, se fout-il de nous? Je trouve que ça dénote un peu avec la place Vendôme. Après, c'est de l'art. Il y a des moments où c'est intelligent et brillant, et des moments en plus où c'est de la merde. Bon, est-ce que c'est vraiment de l'art pour autant L'art contemporain, la définition, c'est qu'il n'y a aucune définition. Cette escroquerie qu'est l'art contemporain, face à cette fumisterie. Bon, évidemment, c'est un peu large comme question, donc on va pas clore le débat aujourd'hui. De toute façon, ça fait des millénaires qu'il est engagé, mais on avait envie quand même de lancer quelques pistes de réflexion et de partager ça avec vous. Alors d'abord, on va commencer par éclaircir les termes. Et de qui on parle en fait? Qui est-ce qu'il faudrait éduquer? Effectivement, c'est une question qui se pose, puisque historiquement, l'art, la culture, l'éducation, ça a toujours été quelque chose de très élitiste. Si vous voulez en savoir plus, lisez La Distinction. Et bon courage. Oui, mais bon, même dans ce cas, on peut pas dire qu'on détecte toujours chez les élites éclairées une sensibilité à toute épreuve. On va dire, on manque pas d'exemples de personnes cultivées, qui soient cruelles, méchantes, violentes. C'est vrai, il n'y a qu'à regarder du côté des dirigeants nazis. Il y en a quand même beaucoup qui étaient très éduqués et qui ont quand même participé à un des pires événements de l'histoire. Regardez Goebbels, il était docteur en littérature et il était quand même ministre de la propagande d'Hitler et il a organisé la nuit cristal. Oui, bon, même sans se focaliser sur les nazis, regarde les rois, c'est souvent pas la moitié d'une prune, et pourtant, vas-y que je t'envahis, que je te massacre, que je te torture. Et ouais, George Steiner en a même fait un livre, Le Château de Barbe Bleue. Dans Le Château de Barbe Bleue, c'est un ouvrage dans lequel l'auteur, George Steiner, développe l'idée que les deux guerres mondiales ont provoqué une rupture dans la culture, ou du moins dans la façon dont nous la concevons. Ainsi, la science s'est séparée de la culture littéraire, dont elle était indissociable à l'époque classique, et le progrès ne rime plus avec le bonheur. Il cite d'ailleurs Théophile Gautier, plutôt la barbarie que l'ennui. Il y développe alors une vision pessimiste de la culture, remarquant que Buchenwald n'est qu'à quelques kilomètres de Weimar, et que le progrès de la morale ne va plus de pair avec le progrès de la culture. Lisez-le. Enfin bref, on va pas aussi citer tous les grands hommes qui ont fait des grandes choses et qui se sont un peu trompés d'opinion, si? Regardez les auteurs antisémites. Ah ouais, comme Céline. Céline, celui qui disait, si je me souviens bien, tout est entendu d'avance. Jamais j'ai signé le manifeste. Pour les martyrs de ceci, les torturés de par là, vous pouvez être bien tranquille, c'est toujours d'un juif qu'il s'agit, d'un comité youtre ou maçon. Mais si Hitler me disait, Ferdinand c'est le grand partage, on partage tout, il serait mon pote. Les juifs ont promis de partager, ils ont menti comme toujours. Ouais, on en reparlera, ouais. Mais regarde aussi les futuristes qui soutenaient Mussolini. C'était pas joli à voir et pourtant on peut pas dire qu'il manquait de culture. Marinetti, un beau phénomène celui-là aussi, qui disait nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme. Alors ok, mais on pourrait aussi dire que les gens très cultivés, ils sont parfois très cons, ils ont des opinions de merde, mais comment ils vont jamais faire le sale boulot eux-mêmes, ils vont jamais se salir les mains, et ils vont toujours préférer envoyer leurs petits copains un peu teubés faire les sales besognes à leur place. Mais non, ça marche pas non plus. Regarde Mengele qui était un grand médecin. Ils sont bien ces nazis pour les exemples, un peu extrêmes quand même, non? Ouais bah regardez Mengele, il a tout fait lui-même et c'est pas beau à voir, croyez-moi. Enfin, il faut pas trop prendre les gens pour des cons non plus. Les gens qui ont voté pour Hitler, c'était pas des demeurés. Ils savaient tous lire et écrire au moins. Ouais, il y a même beaucoup de bourgeois qui sont pas gênés pour voter pour Hitler. Ouais, en plus en Occident, depuis au moins 150 ans, on a quand même une politique massive de culture et d'éducation. Alors comment on en arrive à avoir deux guerres mondiales? Oui, puis même après la Seconde Guerre mondiale, je vous parle pas de la décolonisation, la guerre sale, la torture, le racisme. Où il est utile de faire parler la personne avec les moyens qu'on peut. Ouais, mais alors quoi? Tu veux dire que même avec des gens très éduqués, on peut en arriver au pire? Que même des amateurs de Wagner ou de Munch peuvent avoir des comportements violents? Eh oui, la question est plutôt, qu'est-ce qu'il faut apprendre aux gens? En effet, quand on dit ça, l'éducation est un rempart contre la violence, on a l'impression que tout savoir, quel qu'il soit, va forcément nous rendre meilleurs. Ouais, bah on a vu que dans le cas des nazis, c'était pas gagné. Hein. Ouais, quand on y réfléchit 2 minutes, c'est sûr qu'apprendre à tout le monde à tirer au fusil d'assaut, à faire des bombes ou à tuer des gens, ça va pas rendre le monde meilleur. Heureusement que c'est interdit. Quoi les arts martiaux? Oui, enfin, vous voyez quoi. Heureusement que tout le monde ne sait pas fabriquer une bombe atomique par exemple.
Et puis c'est comme pour le secret d'État. Pour que les choses fonctionnent, il faut pas forcément que tout le monde soit au courant de tout. Ouais, et puis il y a des choses, il vaut mieux que tout le monde y croit. Regardez le 11 septembre, Apollo 11, le réchauffement climatique. Oui, merci, on a compris. Mais s'il y a clairement des savoirs qui rendent pas les gens meilleurs, on peut se demander si à l'inverse, il n'y a pas qui rendent les gens moins mauvais. Ah ouais? Comme la roue la culture? Paf, la transition qui tue. Alors sans oublier tout ce qu'on a dit avant, on pourrait aussi chercher tout ce qui peut nous amener à dire que l'art rendrait l'humanité meilleure. La première chose qui vient à l'esprit, c'est ce qu'on ressent devant une œuvre d'art. Je sais pas pour vous, mais moi je pense qu'on peut quand même parler d'un sentiment de calme ou de plénitude. C'est vrai qu'on voit pas trop comment on pourrait être violent quand on est dans un tel état. À part avec les gens qui regardent leur téléphone au cinéma. Ouais, on pourrait aussi dire que l'art est une activité foncièrement pacifique. Que du coup, s'il y avait plus d'artistes, il y aurait moins de guerre, non? Ouais, un peu comme la boulangerie. Non mais quand même, il y a aussi le sentiment de rentrer en communion avec les gens ou de communiquer quelque chose au-delà des mots. On peut rapprocher ça de la fonction sociale et identitaire de l'art. C'est la culture commune qui crée l'identité d'un groupe plus ou moins grand. Nous par exemple, c'est l'amour des concertos italiens de Bach. Pour vous, c'est sûrement Énergie 12 ou Naruto. C'est pas forcément très bien vu aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a besoin pour se comprendre d'une identité, d'une culture, de repères communs. C'est par exemple le rôle des grands mythes. Il y a là une dimension essentielle, c'est qu'il s'agit d'un des rares domaines dont on peut parler sans qu'il y ait trop de compétition, comme le sport par exemple. Ah ouais? Non mais attends, tu peux pas nier que l'art c'est une ouverture à l'altérité quand même. Du coup tu la vois la fonction pacificatrice de l'art. L'œuvre d'art elle est toujours polysémique, relative, elle nous met face au doute, elle nous pose des questions, et donc elle nous empêche de devenir fanatiques et de tuer des gens simplement parce qu'ils sont pas d'accord avec nous. Oui bien sûr, et après tu vas me parler d'Édouard Glissant, c'est ça? Le fait que comprendre sa propre culture, ça peut nous ouvrir aux autres cultures, etc. etc. Édouard Glissant qui est un auteur créole, et qui en 1997 dans le traité du tout monde résume sa pensée, et pour lui, une culture ne peut exister que si elle se confronte à d'autres cultures. Il ne peut y avoir d'unicité de la culture, et il développe ce concept de créolisation, partant de son expérience dans les Caraïbes. Pour lui, une culture ne peut jamais être unique, ne peut jamais être pure, elle ne peut exister que si elle se confronte à d'autres cultures et qu'elle se mélange. Donc pour lui, il y a vraiment une poésie, une poétique de l'impureté et du heurtement entre différentes personnes, entre différents univers. Et puis tu sais qu'il y a des auteurs comme Guy Debord ou Bertolt Brecht qui ont développé cette idée de l'art permettant de comprendre le réel, d'en prendre conscience. Et puis il y a même Sartre qui a lié de manière très forte littérature et liberté. J'en ai déjà parlé ailleurs, donc j'ai un peu la flemme de tout redire, donc je vous renvoie à cette vidéo là. Ouais. Vous l'aurez peut-être senti, on n'est pas hyper convaincu par cette idée là en fait que l'art nous rend meilleur. C'est pas que ce qu'on a dit avant c'était bidon, mais il y a qu'à regarder les gens dont on parlait pour se rendre compte que ça marche pas. En tout cas, pas à chaque fois. Puis regardez l'art de propagande. Si ça c'est pas de l'appel à la haine, si c'est pas de la bêtise en barre, Drieux-La Rochelle, le Juif Zeus. Non et puis je suis désolé, depuis 30 000 ans qu'on fait de l'art, ça n'a jamais empêché les guerres. En tout cas, gardez en tête que l'art ne rend pas nécessairement plus ouvert ou plus sensible à l'autre. Donc je suis désolé, mais à la question l'art nous rend-il meilleur, je vais devoir répondre, bah pas forcément. L'ignorance n'est en tout cas pas le seul problème ni la seule cause de ce genre de comportement. Il faudrait aussi parler de la misère, de la jalousie, de la naïveté. Ah ouais? Moi je croyais que l'art ça vaccinait contre la naïveté. Pour ça, il faudrait réfléchir à quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de développer ici. Comment apprendre? Parce que c'est pas en apprenant par cœur vos équations nucléaires que vous allez développer votre esprit critique. En parlant d'esprit critique et de naïveté, je vous annonce que notre prochain épisode sera... Encore en retard? Oui, mais dédié à une déclaration de celle qui est, sans aucun doute, notre députée préférée, Marion Maréchal, qui se demande comment on peut s'extasier devant 2 points rouges sur une toile. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons qui sont là, ou vous abonner à la chaîne, et nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.